Certains parlèrent d'un engin de surveillance inconnu, d'autres évoquèrent une technologie non humaine. Au cœur des collines boisées de la Gruyère, dans le canton de Fribourg, un petit village paisible du nom de Maule est devenu malgré lui le théâtre d'un phénomène étrange et troublant. Entre les années 1990 et 2013, de nombreux habitants et randonneurs rapportèrent des rencontres régulières avec une silhouette mystérieuse arpentant les sentiers forestiers de la région. Elle fut vite surnommée le Loyon. Ce nom, choisi pour sa consonance ancienne, évoquait presque une créature tirée d'un conte folklorique. Pourtant, ce que les gens voyaient était bien réel, ou en tout cas tangible. L'homme, car il semblait humain, mesurait près de 2 mètres. Il portait une lourde cape militaire, une tenue de camouflage intégrale et un masque à gaz ancien qui masquait entièrement son visage. Il ne parlait pas, ne courait pas, ne menaçait personne. Il marchait, lentement, méthodiquement, toujours seul, toujours dans les mêmes zones forestières. Les premières apparitions ne provoquèrent que de la surprise. Quelques chasseurs et promeneurs l'aperçurent entre les arbres, pensant à un original ou à un amateur de jeux de rôle. Mais plus le temps passait, plus les témoignages s'accumulaient. On parlait d'une présence silencieuse, immobile parfois pendant de longues minutes, debout entre les sapins, à quelques mètres du chemin. Il ne fuyait pas les regards, mais ne les cherchait pas non plus. Il semblait ignorer le monde autour de lui. Certains disent qu'il cueillait des fleurs sauvages, d'autres qu'il faisait simplement des allers-retours sur le même sentier, à heure presque fixe, comme s'il accomplissait un rituel. L'atmosphère commença à changer lorsque des enfants en parlèrent à leurs parents, effrayés. Puis ce furent des femmes seules qui refusèrent de promener leurs chiens en forêt par crainte de croiser l'homme au masque. Bien qu'il n'ait jamais fait preuve d'agressivité, sa seule apparence provoquait malaise et peur. L'imagination collective fit le reste. On évoquait des rumeurs sordides, un ermite défiguré, un ancien soldat traumatisé, un fou échappé d'un hôpital psychiatrique. Certains allaient même jusqu'à parler d'un fantôme ou d'une entité qui veillait sur la forêt. En 2013, tout bascula lorsqu'un promeneur, muni de son appareil photo, parvint à capturer une image nette du Loyon. On le vit, grand, imposant, vêtu comme décrit, dans un sous-bois éclairé par une lumière d'après-midi. La photo fut diffusée dans la presse romande, puis reprise par des blogs, des forums, et enfin des sites étrangers spécialisés dans les phénomènes étranges. Le petit village de Maule, d'ordinaire si discret, fut soudain au centre de l'attention. Mais à peine cette attention médiatique avait-elle commencé que tout s'arrêta. Quelques jours plus tard, un promeneur découvrit, posé avec soin au bord d'un chemin forestier, un masque à gaz, des vêtements militaires et une lettre manuscrite. Sur le document, rédigé avec soin, il était écrit « Certificat de décès et testament du fantôme de Maule ». Dans cette étrange lettre d'adieu, l'auteur expliquait qu'il ne supportait plus d'être observé, jugé, photographié, et que l'ère de sa marche solitaire devait prendre fin. Personne ne découvrit jamais son identité. Aucune disparition, aucun témoignage, aucune piste ne permit d'identifier celui qui avait incarné le Loyon. Était-ce une personne souffrant d'un trouble psychologique? Un marginal ayant simplement cherché la paix dans la forêt, déguisé pour se protéger du monde? Ou quelque chose de plus, inexplicable? Froideville est une petite commune paisible du canton de Vaud, perchée sur les hauteurs boisées à l'est de Lausanne. La vie y suit son cours, lente et tranquille, rythmée par les saisons, les chants et les balades en forêt. Mais un soir de novembre 2003, quelque chose de radicalement différent s'est produit dans ce village tranquille. Quelque chose d'inexplicable. C'était un dimanche soir. Le ciel était clair, froid, étoilé. Un groupe de voisins terminait une raclette dans une maison à la sortie du village. Vers 21h30, l'un des convives sortit fumer une cigarette. C'est lui qui remarqua d'abord une lumière étrange dans le ciel, au-dessus de la lisière des bois. Ce n'était pas une étoile. Ce n'était pas non plus un avion, ni un hélicoptère. La lumière était plus vive, plus ronde, d'une blancheur presque argentée. Il appela les autres. Bientôt, ils furent 7 à observer,
bouche bée, cet objet suspendu dans le ciel. L'objet semblait flotter, immobile. Il avait la forme d'un ballon de rugby, légèrement aplati, et paraissait presque métallique. Une faible pulsation lumineuse émanait de lui, comme une respiration lente. Puis, il se mit en mouvement. Pas brusquement, mais avec une grâce inquiétante. Il glissa sur le ciel en ligne droite, sans aucun bruit, au-dessus des arbres, vers le centre du village. À ce moment-là, d'autres témoins commencèrent à l'observer. Une famille qui habitait une ferme plus bas dans la vallée raconta avoir vu une lumière traverser le champ derrière chez eux, à une hauteur étonnamment basse. Le père de famille affirma que ses vaches avaient commencé à meugler avec agitation peu de temps avant l'apparition. Leur chien s'était mis à grogner, les oreilles dressées vers la fenêtre. Un autre témoignage, celui d'un adolescent qui marchait seul entre Froideville et Beautemps, fut particulièrement marquant. Il raconta avoir vu l'objet passer au-dessus de lui, silencieusement, à une vingtaine de mètres seulement. Selon lui, l'engin n'avait pas de hublot, ni d'aile, ni de rotor. Juste une coque lisse, brillante, presque liquide. Lorsqu'il leva son téléphone pour filmer, l'écran se brouilla instantanément. La vidéo fut inutilisable, et quelques secondes plus tard, l'appareil s'éteignit sans raison. Mais ce ne fut pas tout. Plusieurs foyers de Froideville rapportèrent, le lendemain, des coupures d'électricité brèves, des téléviseurs qui s'allumaient seuls, des appareils électroménagers qui s'arrêtaient de fonctionner. Une habitante âgée du village jura même avoir vu une lueur étrange éclairer son jardin pendant plus d'une minute, bien après que l'objet eut disparu. L'affaire remonta jusqu'aux autorités. La police fut appelée, mais ne découvrit rien d'anormal. Aucun vol officiel n'était enregistré dans le secteur à cette heure-là. Aucune explication météorologique n'était plausible. Le phénomène ne fit pas l'objet d'une enquête approfondie, mais les témoins, eux, restèrent marqués. Certains ufologues se rendirent à Froideville les semaines suivantes. Ils notèrent la cohérence des témoignages, la qualité des descriptions, la concordance des horaires. Ils conclurent à une manifestation aérienne anormale, sans pouvoir déterminer son origine. Avec le temps, les récits se sont estompés. La vie a repris son rythme dans le village. Mais ceux qui ont vu l'objet s'en souviennent avec une précision presque dérangeante. Ils n'osent plus toujours en parler, de peur d'être pris pour des fous. Et pourtant, dans les cafés, au coin d'un feu ou lors des fêtes de village, l'histoire revient, inlassablement. Elle appartient à la mémoire vivante de Froideville, comme une énigme suspendue entre ciel et terre. C'était un matin glacial de février 2002, à Vézonaz, une station de ski tranquille située dans le canton du Valais. La saison touristique battait son plein, et les enfants du village profitaient de leurs congés pour jouer dans la neige fraîchement tombée. Parmi eux se trouvait Lucas Mongeli, un garçon de 6 ans, discret, curieux et adoré par sa famille. Ce matin-là, Lucas partit jouer dans la rue devant le chalet familial, comme à son habitude. Il devait simplement rejoindre un ami quelques maisons plus loin. Il ne revint jamais. Ce n'est que bien plus tard, en fin d'après-midi, que sa mère, inquiète de ne pas le voir rentrer, alerta la police. Les recherches commencèrent immédiatement. Des dizaines de bénévoles, de policiers, de secouristes, accompagnés de chiens, ratissèrent les environs pendant des heures. Mais la neige tombait en rafales, recouvrant tout sur son passage. Les minutes devinrent des heures. Les heures, une nuit. Le lendemain, peu après l'aube, alors que les équipes commençaient à désespérer, un pompier fit une découverte terrifiante. À l'orée d'une forêt, légèrement en retrait d'un chemin piéton, il remarqua une petite bosse suspecte dans un amas de neige fraîchement tassée. Il creusa à main nue. En quelques instants, il découvrit le corps recroquevillé de Lucas, gelé, inconscient, mais vivant. Le choc fut immense. L'enfant fut immédiatement transporté à l'hôpital. Il avait de nombreuses contusions, le corps en hypothermie sévère et des marques inexpliquées sur le torse. Mais le plus troublant restait l'endroit où il avait été retrouvé, une zone fouillée à plusieurs reprises la veille par les secouristes. Selon eux, il était impossible qu'il ait pu y passer la nuit sans être vu. Surtout,
Son corps était enterré sous près de 40 cm de neige compactée, comme s'il avait été délibérément dissimulé. Lucas, après des jours de coma artificiel, se réveilla à l'hôpital. Il avait survécu contre toute attente. Mais il ne parlait plus. Pas un mot. Pendant plusieurs semaines, il demeura mutique, incapable d'expliquer ce qui lui était arrivé. Lorsqu'il commença à s'exprimer à nouveau, ses récits furent fragmentés, confus, voire contradictoires. Il parlait d'un « monsieur avec une voix bizarre », d'un « endroit noir », de « pas qui font mal ». L'examen psychologique révéla un traumatisme sévère, mais aucun abus physique avéré. Aucune trace ADN exploitable ne fut retrouvée sur ses vêtements. Aucun témoin. Aucun indice. L'enquête s'enlisa. L'affaire bouleversa le Valais et fit la une des médias romans pendant plusieurs semaines. Certains avançaient la thèse d'un enlèvement suivi d'un abandon. D'autres, plus sceptiques, parlaient d'un simple accident de l'enfant, combiné à des défaillances dans la recherche. Mais la majorité des habitants sentaient que quelque chose ne collait pas. Avec le temps, les souvenirs de Lucas s'effacèrent ou se déformèrent. Il finit par grandir, protégé par le silence de ses proches et la discrétion de la justice. Officiellement, l'affaire reste classée comme une disparition suivie de réapparitions inexpliquées. Officieusement, elle est une blessure ouverte dans l'histoire de Vézonaz. Une énigme à ciel ouvert, où chaque recoin de forêt semble encore murmurer l'écho d'un cri que personne n'a entendu. Chaque année, en Suisse, le folklore trouve son apogée dans des événements culturels profondément enracinés dans les traditions alpines. L'un des plus emblématiques est la fête d'Inspunan, organisée dans la région d'Interlaken, au pied des montagnes bernoises. Cette célébration du patrimoine helvétique réunit des épreuves de lutte suisse, de corps des Alpes, de yodel, et surtout, le lancer de la pierre d'Inspunan, une énorme roche de granit pesant 83,5 kg, symbole de force et d'unité nationale. Cette pierre n'était pas une simple pierre. C'était une relique, un artefact. Gravée de la date de 1805, elle servait depuis 2 siècles d'icône vivante de la fête. Sa valeur historique était inestimable. Et pourtant, en 2005, elle disparut. C'était la veille de la manifestation, en août. Les organisateurs s'affairaient aux derniers préparatifs, les athlètes s'échauffaient, les touristes prenaient des photos du site. Dans une salle sécurisée où la pierre était exposée, les vigiles quittèrent leur poste quelques minutes pour répondre à un appel. À leur retour, elle n'était plus là. Pas de bris de serrure, pas de traces d'effraction. La pierre s'était volatilisée. La stupeur fut générale. Comment voler une pierre de près de 84 kg sans se faire remarquer? Une enquête fut immédiatement ouverte, et les soupçons se tournèrent rapidement vers un mouvement politique bien connu en Suisse romande, le Mouvement de Libération Jurassien, MLJ. Ce groupe militant, qui revendiquait l'indépendance du Jura vis-à-vis du canton de Berne, avait déjà perpétré des actes symboliques dans le passé. Quelques jours après le vol, des photos apparurent. On y voyait la pierre posée devant des drapeaux jurassiens, comme une prise de guerre. Un message anonyme accompagnait les images, accusant l'État suisse d'avoir oublié ses promesses envers le Jura. Ce n'était pas un simple vol, mais un acte de protestation. La pierre ne reparut pas immédiatement. Pendant des années, son sort resta inconnu. Elle devint un symbole d'une étrange modernité, une pièce de musée volée au nom d'une lutte politique, un artefact ancestral devenu instrument de pression. Certains disaient qu'elle avait été enterrée dans une forêt jurassienne. D'autres affirmaient l'avoir vue dans une cave à Delémont. Mais nul ne pouvait le prouver. Puis, en 2012, sans préavis, la pierre réapparut. Elle fut retrouvée dans une caisse en bois déposée à l'hôtel de ville de Saint-Imier. Pas de mots, pas de revendications, mais la pierre était intacte, hormis un détail, un petit drapeau jurassien collé discrètement à son flanc. L'acte était clair. Le message politique avait été lancé. Le symbole avait été détourné et restitué. Aujourd'hui encore, bien que la fête d'Inspunan ait repris son cours normal, la mémoire de cette disparition plane sur chaque édition. La pierre, désormais conservée sous surveillance renforcée,
trône au centre de la fête comme un rappel silencieux de ce moment où tradition et contestation se sont percutées. À l'emplacement actuel du parc Gersendorf, dans le quartier de Saint-Jean à Genève, se trouvait autrefois un zoo municipal, un petit enclos animalier qui, durant les années 1930 à 1950, abritait quelques espèces modestes, des chèvres, des oiseaux exotiques, des renards, et même un petit ours noir. Ce n'était pas un grand établissement, mais plutôt une curiosité urbaine, une distraction pour les familles qui venaient s'y promener le dimanche après-midi. Mais derrière les allées paisibles de ce zoo modeste, une rumeur persistante s'est installée au fil des décennies, celle d'un lieu maudit. Un endroit où les choses ne se passaient pas normalement. Tout commença, selon les anciens journaux de quartier et les témoignages transmis oralement, à la fin des années 40. Les gardiens du parc commencèrent à faire état de bruits étranges la nuit. Pas seulement des cris d'animaux, ce qui aurait été normal, mais des pleurs humains, étouffés, qui semblaient sortir du sol ou d'un mur. À plusieurs reprises, des portes furent retrouvées ouvertes le matin alors qu'elles avaient été fermées à double tour la veille. Des cages découvertes déverrouillées. Des animaux retrouvés morts sans cause apparente. Un soir d'automne, un des employés chargés du nourrissage du soir jura avoir vu, en refermant l'enclos des oiseaux, une silhouette blanche traverser le parc. « Pas un humain, dit-il. Une forme vaporeuse, filant comme un souffle entre les arbres, silencieuse et indifférente aux barrières. » Il ne revint jamais travailler. Les plaintes des riverains se multiplièrent. Certains disaient être réveillés en pleine nuit par des hurlements inhumains. D'autres racontaient avoir vu les arbres du parc bouger sans vent, ou sentir des odeurs de putréfaction alors qu'aucun cadavre animal n'était découvert. Des enquêteurs municipaux furent envoyés sur place à plusieurs reprises, mais ne purent que constater les faits, des animaux stressés, malades sans raison médicale identifiable, un climat pesant et une ambiance anormale pour un simple parc animalier. En 1953, sans grande explication, la ville de Genève décida de fermer définitivement le zoo de Saint-Jean. Officiellement pour des raisons budgétaires, mais les employés municipaux savaient qu'il y avait autre chose. Les cages furent démontées, les enclos rasés, les bêtes transférées ailleurs. Le terrain resta en friche pendant plusieurs années. Les enfants du quartier osaient à peine y jouer. Il fallut attendre les années 1970 pour que le parc devienne ce qu'il est aujourd'hui, un espace vert banal, arboré, traversé par des joggeurs et des promeneurs. Et pourtant, certains affirment que les bruits n'ont jamais cessé. Des joggeurs rapportent parfois sentir une pression dans l'air à certains endroits du parc, comme si quelque chose les observait. Une gardienne de nuit de l'école voisine prétend avoir entendu un soir d'hiver, très tard, un aboiement guttural résonnait entre les arbres alors que le parc était vide. Un aboiement suivi d'un grincement métallique, comme une cage rouillée qu'on ouvrirait. Le Jura suisse est une région de forêts profondes, de falaises couvertes de mousse, de vallons perdus sous la brume. Ce décor naturel, splendide mais parfois oppressant, est le théâtre depuis le début des années 2000 d'un mystère qui divise encore les habitants, celui d'une étrange créature observée à plusieurs reprises dans les bois entre Saint-Ursanne, Seigne-Légier et le Doubs. La première alerte sérieuse fut enregistrée à l'automne 2004. Un couple de promeneurs, en balade dominicale près du col des Rangiers, affirma avoir vu une silhouette noire, massive, traverser le sentier à une trentaine de mètres d'eux. Ce n'était pas un cerf, ni un sanglier. L'animal, selon eux, se déplaçait à quatre pattes mais avait des proportions anormales, trop haut sur pattes, une démarche ondulante, une tête allongée qui ne ressemblait à aucun prédateur local. Le regard qu'ils croisèrent un instant les marqua profondément. Ils parlèrent d'intelligence, d'intention. Au début, on les traita de rêveurs. Les journaux locaux publièrent quelques entrefilets, mais rien de sérieux. Jusqu'à ce qu'un garde forestier, en 2006, fasse un rapport anonyme à son supérieur. Il parlait de hurlements nocturnes étranges, jamais entendus dans la région, et de traces dans la neige qui semblaient correspondre à des empreintes de gros canidés, mais bien trop grandes pour être celles d'un loup. Il décrivit également une carcasse de chevreuil retrouvée dans un état inhabituel, éventrée, mais non consommée,
comme si l'agression n'avait pas été motivée par la faim. Les signalements se multiplièrent au fil des années. Des cyclistes racontèrent avoir entendu des bruits de branches cassées, suivis de grondements venant des talus. Une automobiliste, en 2009, jura avoir vu 2 yeux jaunes briller dans ses phares sur une route déserte près de Glovelier. Elle crut d'abord à un lynx, mais ce qu'elle vit était bien plus grand, plus puissant, presque humanoïde dans sa posture. Les autorités restèrent prudentes, évitant d'entretenir la peur. Officiellement, on évoqua des chiens errants, des lynx confondus avec autre chose dans la pénombre, ou même des illusions provoquées par le brouillard et la fatigue. Mais certaines données furent tenues confidentielles. Un naturaliste indépendant qui installait des caméras de surveillance pour étudier les blaireaux raconta avoir filmé, une nuit de 2012, une silhouette furtive au pelage noir, se déplaçant rapidement à la lisière d'un champ. L'image n'était pas claire, mais assez dérangeante pour qu'il évite de la publier. Les anciens du coin, eux, n'étaient pas surpris. Pour eux, la bête du Jura n'était qu'un nouveau nom pour une très vieille peur. Dans les cafés, on parlait à voix basse d'un esprit des forêts, d'un gardien des lieux que les hommes n'avaient pas le droit de troubler. Certains évoquaient un animal jamais classifié, échappé d'un cirque ou d'un laboratoire, d'autres une créature ancienne, qui ne se montrait qu'à ceux qui n'étaient pas censés la voir. Aujourd'hui encore, il n'y a pas de preuve formelle de l'existence de cette créature. Aucune image définitive, aucun cadavre, aucune trace scientifique validée. Et pourtant, chaque année, 2 ou 3 témoignages émergent. De randonneurs, de bûcherons, de campeurs solitaires. Des gens sans lien entre eux, mais tous marqués par cette même impression, celle d'avoir été observés par quelque chose de silencieux, tapi dans l'ombre des grands sapins. Le Valais, terre de montagnes majestueuses et de pâturages paisibles, est aussi une région où la frontière entre le naturel et l'inexplicable est parfois ténue. Entre 1946 et 1947, dans l'après-guerre encore tendue, des éleveurs du Haut-Valais commencèrent à signaler des événements inquiétants. Des troupeaux mutilés, des bêtes déchiquetées sans être entièrement dévorées, une peur croissante dans les alpages. À l'époque, personne ne parlait encore de « monstres ». Mais très vite, le mot s'imposa. Les premiers faits furent rapportés à Visp, puis à Natterre, Riedbrigg, et même jusqu'à la vallée de Conches. Les attaques suivaient un schéma troublant, un troupeau paisiblement gardé sur un pâturage d'altitude, une nuit sans lune, et le lendemain matin, une ou plusieurs bêtes retrouvées mortes, les entrailles arrachées, la gorge ouverte. Parfois, aucune trace n'était visible autour du cadavre. Pas même de sang, comme si la bête avait été vidée proprement et silencieusement. Les éleveurs, d'abord incrédules, commencèrent à monter la garde en armes près des bergeries. Certains affirmaient avoir vu, de loin, une silhouette noire, plus grande qu'un chien, aux yeux brillants comme des pièces d'argent. Les témoignages variaient, mais une chose revenait souvent, la créature n'aboyait pas, ne grognait pas. Elle avançait comme une ombre rapide, méthodique. La panique s'installa. Les journaux locaux surnommèrent la créature le monstre du Valais. La population parlait d'un loup démoniaque, d'un hybride échappé d'un laboratoire, ou même d'un châtiment divin. Des battues furent organisées, appuyées par des chasseurs expérimentés. Des pièges furent posés. Rien n'y fit. Ce ne fut qu'à l'été 1947 que l'affaire connut un tournant. Un chasseur du nom de Hermann Zenozern, de Riedbrigg, tua un loup mâle adulte, d'une taille exceptionnelle, près de Bine. Le corps fut ramené au village comme un trophée. Les attaques cessèrent brusquement. L'État suisse classa officiellement l'affaire. Ce loup fut désigné comme étant le coupable unique. Et pourtant, plusieurs vétérinaires ayant examiné les carcasses des troupeaux durant l'année précédente restèrent sceptiques. Les blessures, selon eux, ne correspondaient pas toujours à celles d'un loup. Certaines étaient trop nettes, d'autres montraient des signes de griffes anormalement longues. D'autant que les analyses du loup tué ne révélèrent aucune trace du sang ou de l'ADN des bêtes attaquées. Pendant des décennies, l'affaire s'estompa. Mais dans les années 2000, de nouveaux témoignages vinrent raviver la mémoire du monstre. Des éleveurs près de la frontière italienne parlèrent à leur tour de bétail retrouvé dans des conditions étrangement similaires.
Les autorités, une fois encore, évoquèrent la présence croissante du loup dans les Alpes. Mais certains habitants plus âgés y voyaient autre chose. Ce n'était pas un loup, déclara un homme de Münster en 2008, alors âgé de 84 ans, qui se souvenait des hivers d'après-guerre. Ce qu'on a vu dans ces années-là, ce n'était pas naturel. Ce n'était pas un animal. C'était quelque chose qui ne devrait pas être là. Quelque chose qu'on a réveillé. L'histoire ne commence pas avec un frisson dans la forêt ni avec des lumières étranges dans le ciel. Elle commence dans une salle de réanimation, au sein de l'hôpital cantonal de Saint-Gall, où depuis les années 2000, des médecins suisses ont été confrontés à une série de cas déroutants. Des patients en état de mort clinique qui continuaient à percevoir, à penser, à voir. Tout a commencé avec une patiente âgée de 56 ans, victime d'un arrêt cardiaque massif. Les médecins parvinrent à la réanimer au bout de 10 minutes de manœuvres intensives. À son réveil, alors qu'elle était encore sous sédation, elle demanda si l'homme chauve avec une bague à la main gauche allait bien. Ce détail fit sursauter l'équipe. L'homme en question était l'un des infirmiers du bloc, et il n'était jamais entré dans sa chambre consciente. Elle ne l'avait jamais vu. Il n'était intervenu qu'en salle de réanimation. Intrigués, les médecins commencèrent à documenter d'autres cas similaires. Entre 2002 et 2007, ce ne sont pas moins de 17 patients qui, après avoir été considérés comme cliniquement morts pendant plusieurs minutes, ont décrit avec précision ce qui se passait autour d'eux pendant leur arrêt cardiaque. Un homme raconta avoir vu les aiguilles de l'électrocardiogramme pendant que ses yeux étaient fermés et son cerveau censément inactif. Une femme raconta avoir vu un membre de sa famille décédé, lui tendant la main au-dessus du lit, avant de repartir quand les médecins l'avaient ramené. L'hôpital de Saint-Gall décida alors de participer discrètement à une étude pan-européenne sur les expériences de mort imminente, EMI, sans médiatisation. Un protocole fut mis en place, des images placées sur des étagères hautes, visibles uniquement du plafond, des sons aléatoires dans les écouteurs de patients inconscients, des mesures EEG poussées pour traquer la moindre activité cérébrale. Et les résultats ne firent que renforcer le mystère. Dans 2 cas documentés, des patients déclarés en arrêt cardio-respiratoire purent décrire non seulement ce qui se passait dans la pièce, mais aussi les images cachées sur les étagères. Ils ne purent jamais expliquer comment ils avaient vu cela, si ce n'est par un sentiment de flottaison, d'élévation, de sortie de leur propre corps. Un patient déclara simplement « J'étais là, mais j'étais aussi ailleurs. J'ai vu mon corps, mais je ne me suis pas reconnu. » Les médecins eux-mêmes furent divisés. Certains parlèrent d'hallucinations hypoxiques, de décharges neuronales résiduelles. D'autres, plus ouverts, évoquèrent la possibilité d'une forme de conscience dissociée, que la science ne pouvait pas encore expliquer. En 2012, un chercheur de l'Université de Genève publia un article sur ces cas dans un journal médical discret, soulignant qu'aucune explication neurologique classique ne pouvait justifier ces expériences avec ce degré de précision. Le public n'en a jamais vraiment entendu parler. Ce n'est pas une histoire que l'on raconte aux infos, ni que les hôpitaux veulent mettre en avant. Mais dans les couloirs feutrés de Saint-Gall, et dans certaines unités de soins intensifs suisses, on sait. On sait que parfois, des patients reviennent avec des souvenirs que personne ne peut expliquer. Le 3 février 2013, en début de soirée, la ville de Genève se prépare à entrer dans la nuit. Il est 19h45, le ciel est dégagé, et les rues de la vieille ville résonnent des pas tranquilles des touristes et des habitants rentrant chez eux. Ce soir-là, rien ne semble sortir de l'ordinaire, jusqu'à ce qu'un phénomène étrange apparaisse dans le ciel au-dessus de la cathédrale Saint-Pierre. C'est un photographe amateur qui le remarque le premier. En prenant des clichés du panorama depuis le parc des Bastions, il aperçoit une lumière étrange dans le viseur de son appareil. Il croit d'abord à un reflet, un artefact visuel, mais lorsqu'il lève les yeux, la lumière est bien là. Stationnaire, suspendue juste au-dessus des toits anciens, comme un globe lumineux suspendu au néant. Ce qui est troublant, c'est que la lumière ne scintille pas. Elle reste stable, presque artificielle. Son halo est blanc bleuté, sans bruit ni variation.
Intrigué, le photographe ajuste son objectif et prend plusieurs clichés. En quelques secondes, une deuxième lumière apparaît, légèrement en retrait. Puis une troisième. Les trois lumières forment un triangle, parfait et symétrique. Elles restent en position pendant environ 2 minutes. Puis, lentement, elles commencent à se déplacer à l'unisson, glissant au-dessus de la ville en direction du lac Léman, sans émettre le moindre son. Ce phénomène n'est pas observé uniquement par le photographe. Plusieurs témoins, dont une patrouille de police stationnée près du parc Lagrange, signalent par radio des « lumières inhabituelles » dans le ciel. Une femme qui promène son chien sur les quais affirme avoir vu les objets disparaître subitement au-dessus de l'eau, comme s'ils s'étaient éteints d'un seul coup. La police genevoise, contactée plus tard par les journalistes locaux, confirme avoir reçu plusieurs appels ce soir-là concernant des « phénomènes lumineux » non identifiés. Aucune activité militaire ni civile n'était enregistrée dans le secteur. L'aéroport de Genève déclare n'avoir détecté aucune anomalie sur ses radars. Le photographe publie ses clichés sur un forum local. Très vite, l'affaire prend de l'ampleur. Des ufologues suisses se saisissent du dossier. Certains parlent d'un phénomène atmosphérique rare, d'autres évoquent des drones militaires expérimentaux, mais aucune explication technique ne parvient à dissiper tous les doutes. La configuration en triangle, le mouvement synchrone, l'absence de bruit, tout cela évoque des descriptions classiques d'objets volants non identifiés. Ce qui rend cette affaire encore plus troublante, c'est sa brièveté. Le phénomène ne dure que 4 minutes au total. Aucune autre observation n'a été faite avant ou après dans la région. Aucun enregistrement vidéo fiable n'a été retrouvé, seulement ces quelques photos, nettes, bien cadrées, prises par un homme qui ne cherchait rien d'autre qu'un beau cliché du centre historique. Aujourd'hui, les images font partie des rares cas suisses d'observation d'objets aériens jugés, non identifiables, par des enquêteurs indépendants. Elles restent inexpliquées, classées dans un dossier que la ville de Genève, discrètement, préfère oublier. Mais ceux qui ont vu ces lumières vous le diront encore, à voix basse, dans un café ou sur un banc du parc. Ce soir-là, il y avait quelque chose au-dessus de Genève. Quelque chose de parfaitement silencieux et de totalement inconnu. Perché dans la vallée d'Urseran, au cœur des Alpes suisses, le château d'Ospental domine la petite commune du même nom. Datant du XIIIe siècle, ce château fut un bastion stratégique au Moyen Âge, servant à contrôler les passages alpins cruciaux. Mais si son histoire est bien documentée, les phénomènes mystérieux qui s'y déroulent restent enveloppés d'ombre. Depuis les années 2000, plusieurs visiteurs et randonneurs ont rapporté des sensations troublantes lorsqu'ils s'approchent des ruines. Certains parlent d'une présence invisible mais pesante, comme si les pierres elles-mêmes retenaient un secret ancien. Une guide locale raconte que ces groupes de touristes entendent parfois des bruits de pas résonner sur les sols déserts ou des chuchotements inaudibles portés par le vent. Une nuit d'été 2012, un couple de campeurs qui dormait à proximité fut réveillé par des bruits sourds venant du château. Ils décrivirent une sorte de grondement profond, suivi d'une série de coups, comme des portes qui claquent. En s'approchant avec leur lampe torche, ils ne virent rien, mais ressentirent un froid glacial, inhabituel pour la saison. Au fil des ans, d'autres témoignages similaires sont venus alimenter les rumeurs. Des ombres fugitives aperçues dans les fenêtres brisées, des lumières vacillantes dans les tours, des sensations de vertige soudaines. Un photographe passionné, venu en quête de clichés nocturnes en 2015, prétend avoir capturé une forme humaine translucide sur une de ces images, près d'une tourelle effondrée. Les historiens locaux rappellent que le château a connu des sièges, des trahisons et des morts violentes, notamment lors des conflits entre cantons suisses au Moyen Âge. Certains pensent que ces événements tragiques auraient laissé une empreinte énergétique. Malgré les apparitions, aucune enquête paranormale officielle n'a jamais été menée, par respect pour le site classé et la volonté des habitants. Le château d'Ospental reste un lieu de fascination, où passé et présent semblent s'entrelacer. Moudon est une petite ville vaudoise, nichée dans la verdure des collines suisses, loin de l'agitation urbaine. Elle est connue pour ses vieilles bâtisses, son château et son patrimoine religieux. Pourtant,
C'est ici, dans une paroisse ordinaire, que s'est déroulé l'un des cas les plus troublants d'exorcisme moderne recensés en Suisse, au début des années 2010. Tout commence avec Sophie, prénom modifié, une femme dans la trentaine, originaire de la région. Elle mène une vie banale, travaille comme secrétaire dans une étude notariale et vit seule avec son chat. Peu à peu, Sophie commence à souffrir de troubles qu'aucun médecin ne peut expliquer. D'abord, ce sont des cauchemars violents, récurrents. Puis viennent les terreurs nocturnes, la paralysie du sommeil, les sensations de pression sur la poitrine. Des objets dans son appartement changent de place sans explication. Des horloges s'arrêtent. Des lampes s'éteignent puis se rallument seules. Mais le plus étrange, ce sont ces voix. Murmures dans la nuit. D'abord vagues, puis de plus en plus précises. Elle l'appelle par son prénom. Elle la menace parfois. Elle les entend même au travail, dans les couloirs déserts. Elle consulte. Psychologues, neurologues, thérapeutes, tous s'accordent à dire qu'elle ne présente pas de pathologie psychiatrique lourde. Quelques-uns évoquent un syndrome de stress post-traumatique, d'autres parlent de somatisation. Aucun traitement ne la soulage. En désespoir de cause, elle se confie à une collègue d'origine portugaise, qui lui parle alors d'un prêtre de campagne, connu pour pratiquer des prières de délivrance discrètes, dans une chapelle reculée près de Moudon. Sophie prend contact. Le prêtre accepte de la rencontrer. Il ne parle pas d'exorcisme. Il préfère le terme libération spirituelle. Le premier rendez-vous a lieu dans la petite sacristie, un samedi soir. Pas de spectacle, pas de cris. Juste Sophie, le prêtre et une croix. Il prie calmement, pose la main sur son épaule. Elle dit avoir senti un froid immédiat dans sa colonne vertébrale, puis comme une boule d'énergie lourde sortir d'elle par la gorge. Elle tombe à genoux, sans souvenir précis des minutes suivantes. Dans les semaines qui suivent, ses symptômes diminuent. Les voix cessent. Les cauchemars s'estompent. Mais ce n'est qu'après une deuxième séance qu'elle se sent complètement délivrée. Elle n'est pas la seule. Le prêtre dira plus tard à un sociologue de l'université de Lausanne qu'il pratique ses prières régulièrement, dans le respect du silence, souvent à la demande de personnes que la médecine n'a pas su aider. Il parle de « possession symbolique », mais avoue que certains cas l'ont mis face à des forces qu'il ne saurait nommer. Une enquête universitaire menée en 2015 a recensé une trentaine de cas similaires en Suisse romande, souvent ignorés du public, car traités dans l'ombre des églises rurales. Des femmes et des hommes, jeunes ou âgés, sans antécédents psychiatriques, tous victimes d'un malaise inexpliqué que la science n'a pas encore su cerner. C'était un soir de mai 2017. La ville de Lausanne brillait paisiblement au-dessus du lac Léman, et les pentes de la vieille ville bourdonnaient des voix des terrasses. Il faisait doux, presque trop calme. Sur le toit d'un immeuble du quartier de Montbenon, 2 étudiants en architecture s'étaient installés pour réviser leurs plans sous les étoiles. L'un d'eux, Lucas, avait apporté un télescope amateur pour observer Saturne, encore visible en début de nuit. Vers 22h10, alors qu'ils discutaient à voix basse, une lueur inhabituelle attira leur attention. Venant du sud-est, à hauteur relativement basse, un point lumineux se déplaçait lentement vers la ville, comme un avion. Mais ce n'était pas un avion. Il n'y avait aucun son. Pas de clignotement de feu. Et surtout, la lumière était d'un blanc parfait, sans pulsation. Ils pensèrent d'abord à un drone. Mais l'objet semblait bien trop haut et trop stable. Lucas ajusta son télescope pour l'observer. Ce qu'il vit le glaça, un triangle parfaitement formé, avec 3 points lumineux à ses extrémités et une lumière plus faible en son centre. L'objet ne tournait pas. Il ne vibrait pas. Il dérivait, majestueusement, à vitesse constante, sans le moindre bruit. Pendant presque 8 minutes, ils observèrent cet objet traverser lentement le ciel lausannois, jusqu'à disparaître derrière les collines en direction du nord-ouest. Ce n'est que lorsque le silence revint qu'ils réalisèrent à quel point l'air semblait, vidé de tout son. Comme si la ville elle-même avait retenu sa respiration. Le lendemain, Lucas publia un message sur un forum lausannois, demandant si d'autres avaient vu la même chose.
Il reçut cette réponse. Un jogger au parc de Valency. Un couple dans le quartier de la Salaz. Une femme depuis le quartier de la Blécherette. Tous décrivirent la même chose, un objet triangulaire, silencieux, se déplaçant lentement, sans clignotement. Le phénomène ne fut jamais mentionné dans les médias. Aucun journal n'en parla. Aucune trace radar ne fut communiquée par Cointrin. Aucune déclaration de l'armée. Et pourtant, les témoignages restèrent. Un an plus tard, en 2018, un vidéaste amateur déclara avoir filmé un objet identique, en été, cette fois-ci près de Pully. La vidéo est floue, mais elle montre un triangle qui traverse lentement le ciel nocturne avant de disparaître derrière un nuage. Pour les spécialistes d'aéronautique, l'objet n'était ni un avion civil ni un drone commercial connu. Certains évoquèrent un prototype militaire en test, mais pourquoi survoler discrètement une ville densément peuplée? D'autres, plus ésotériques, parlèrent d'un vaisseau silencieux d'origine inconnue, comme ceux rapportés dans d'autres régions du monde. Lucas, lui, a changé de ville. Il vit désormais à Zurich. Mais il garde un souvenir très clair de ce qu'il a vu. Ce n'était pas une hallucination, dit-il encore aujourd'hui. C'était géométrique, silencieux, comme quelque chose qui nous étudiait, ou nous ignorait complètement. Mais ce n'était pas censé être là. Et pourtant, c'était là. Le quartier de Rosfeld, situé à proximité de la ville de Lucerne, est un lieu de passage ordinaire. On y trouve des supermarchés, des parkings, des restaurants, des enseignes de bricolage. Rien de mystérieux. Rien de particulièrement étrange. Jusqu'à ce samedi soir d'octobre 2019, peu après 20h. La nuit était tombée, la foule dans les magasins commençait à se dissiper. Quelques familles terminaient leur course au centre commercial principal de Rosfeld. Dans le parking, un adolescent du quartier attendait ses parents en regardant son téléphone quand il leva machinalement les yeux vers le ciel. Il vit une lumière. Pas un simple point comme une étoile ou un avion, mais une sphère lumineuse suspendue à une cinquantaine de mètres au-dessus du bâtiment. Ce n'était pas un hélicoptère. Il n'y avait aucun bruit. Pas de battement d'ailes, pas de clignotement, rien. L'objet semblait parfaitement immobile. Il ne projetait pas de lumière autour de lui, mais brillait avec intensité, presque comme une étoile basse et concentrée. Il appela immédiatement ses parents, qui sortirent à leur tour et restèrent figés devant le phénomène. Dans les minutes qui suivirent, d'autres témoins s'arrêtèrent dans le parking. Une dizaine de personnes, adultes et enfants, levèrent les yeux ensemble. Le silence s'installa. On n'entendait plus que le lointain bruit des voitures sur la route cantonale. La sphère ne bougeait pas. Elle semblait observer. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle s'éteignit. Pas en diminuant graduellement, mais comme si on avait éteint une ampoule. Une disparition nette, instantanée. Le ciel redevint noir, vide. Aucun nuage. Aucun bruit. Un des témoins, un ingénieur retraité, tenta de rationaliser. Peut-être un drone expérimental, équipé d'un projecteur LED puissant? Mais à cette hauteur, un drone aurait émis un bourdonnement. Et pourquoi n'avait-il pas bougé une seule fois en 10 minutes? Le lendemain, l'histoire circula dans le quartier, surtout entre adolescents. Une vidéo très courte, floue, fut publiée sur un compte Instagram local, montrant une lueur blanche stationnaire au-dessus du bâtiment. La qualité de la vidéo ne permettait pas de tirer de conclusion, mais la légende disait, elle est restée là 10 minutes, puis pouf. Le centre commercial n'a jamais fait de déclaration. Aucun journal n'a repris l'information. Certains disent que ce n'était rien, juste un reflet ou un appareil inconnu. D'autres, en revanche, sont convaincus que quelque chose a visité Rosfeld ce soir-là, quelque chose qui n'avait rien à voir avec nos technologies. Le plus étrange reste l'ambiance du moment, racontent les témoins. C'était comme si le temps s'était figé. Comme si tout était suspendu. C'était silencieux, trop silencieux. Lucerne,
joyau du centre de la Suisse, est célèbre pour son pont de bois, son lac et sa vieille ville préservée. Ses ruelles pavées et ses bâtiments médiévaux forment une carte postale parfaite. Mais ceux qui vivent ici depuis longtemps savent qu'à la tombée de la nuit, certaines rues semblent plus lourdes, comme si l'air y vibrait d'une mémoire ancienne. Et parfois, dans les recoins sombres, des choses se montrent. L'histoire commence à l'automne 2007. Un couple de retraités, originaires de Zurich, s'installe à Lucerne dans un petit appartement au sein d'une maison datant du XVIIe siècle, près de l'église des Jésuites. Dès leur première semaine, ils remarquent des choses étranges. Des bruits de pas dans l'escalier alors que l'immeuble est vide. Des portes qui grincent la nuit alors qu'elles étaient fermées. Des objets déplacés sans raison. Mais ce qui les marque le plus, c'est ce qu'ils voient à travers les vitraux de la cage d'escalier, une silhouette, toujours la même. Grande, fine, vêtue d'un manteau long et sombre. Elle se tient dos à eux, au bas de l'escalier, immobile. À chaque fois qu'ils descendent, la silhouette n'est plus là. Pensant à une hallucination ou à un problème d'éclairage, ils installent une caméra discrète dans le hall. Pendant plusieurs jours, rien. Puis une nuit, à 3h14 du matin, un bruit sec réveille le couple. Le lendemain, ils consultent la vidéo. On y voit l'entrée du hall baignée dans l'obscurité. Soudain, une forme blanche traverse l'espace, rapide, comme un souffle. Pas une personne. Pas un animal. Une trace floue qui semble glisser plutôt que marcher. Le couple en parle à ses voisins. L'un d'eux, un enseignant âgé, leur révèle que cette maison aurait été autrefois un hospice religieux, puis une pension pour femmes isolées. Plusieurs décès y auraient eu lieu dans des circonstances obscures. Il raconte aussi que 2 anciens locataires ont quitté l'appartement du dernier étage en jurant qu'il était hanté. D'autres témoignages émergent dans les mois suivants. Une restauratrice du quartier affirme avoir vu une jeune femme en robe d'époque apparaître brièvement dans son salon, avant de disparaître à travers un mur. Un guide touristique avoue avoir cessé de passer par certaines ruelles la nuit, après avoir entendu plusieurs fois des voix féminines chuchoter derrière lui sans que personne ne soit là. En 2011, un groupe de passionnés du paranormal passe une nuit dans l'un des bâtiments les plus anciens de la ville. Ils enregistrent des sons inexpliqués, des gémissements, des claquements, des murmures dans une langue ancienne, possiblement du latin. Rien n'a jamais été officiellement reconnu. Les autorités locales ne souhaitent pas entretenir les rumeurs. Et pourtant, dans la vieille ville, surtout autour de l'église et des anciens couvents, les témoignages ne cessent pas. Ce ne sont pas des histoires criardes ou spectaculaires. Plutôt des récits pleins de silence, d'ombres qui passent là où il ne devrait y avoir personne. Des sensations de froid soudain, des lueurs furtives dans les miroirs, des fenêtres qui s'ouvrent seules. Lucerne est belle, oui. Mais elle est ancienne. Très ancienne. Et comme dans toute ville au passé long, certaines choses refusent de dormir. C'est une histoire qui ne figure dans aucun journal, aucun rapport officiel. Et pourtant, elle circule depuis des années parmi ceux qui fréquentent les hauts sommets. Des guides, des alpinistes, des grimpeurs aguerris, qui préfèrent parfois n'en parler qu'à demi-mot, dans une cabane, au coin du feu, quand les montagnes s'assombrissent et que la neige tombe sans bruit. Elle commence en 2009, lorsqu'un groupe d'alpinistes chevronnés part pour une ascension du Wassorn, un sommet redouté du Valais culminant à plus de 4500 mètres. Le temps est clair, l'itinéraire classique. 3 hommes, bien préparés, expérimentés. Ce qui se passe au sommet, l'un d'eux n'a commencé à en parler qu'après plusieurs années. Alors qu'ils atteignent l'arête finale, le vent se lève brusquement, glacial. Une sorte de silence se fait dans l'air, comme un son retiré du monde. Le plus jeune grimpeur, Thomas, se retourne pour chercher l'un de ses compagnons. À ce moment-là, il aperçoit quelque chose sur une crête parallèle, à une centaine de mètres, une silhouette humaine, debout. Elle ne bouge pas. Elle semble les observer. Il crie, pensant qu'un autre alpiniste est en difficulté. Mais l'homme ne répond pas. Ne bouge pas. Il reste figé, face à eux, sans harnais, sans corde, sans sac.
ce qui est impossible à cette altitude. En une fraction de seconde, la silhouette disparaît. Non pas en marchant, ni en tombant, mais comme si elle s'était effacée. De retour au refuge, Thomas n'en parle à personne. Il garde pour lui ce qu'il pense être un mirage, une illusion due à l'altitude. Jusqu'à ce qu'il entende, par hasard, une autre histoire. Un guide plus âgé raconte, une nuit, avoir vu lui aussi une figure noire dans une gorge près du glacier de Gorney, bien plus bas, quelques années auparavant. Il dit que la silhouette était immobile, parfaitement droite, et qu'elle a disparu sans bruit. Il croyait avoir rêvé, jusqu'à ce que 2 autres clients la voient le même jour. Au fil des années, les témoignages s'accumulent. Tous décrivent la même chose, une présence humaine où il ne devrait y avoir personne. Toujours silencieuse. Jamais menaçante, mais profondément dérangeante. Une sensation de déséquilibre soudain, comme si l'espace lui-même vacillait autour d'elle. Certains parlent d'un effet psychologique, dû à l'isolement et à la fatigue extrême en haute montagne. D'autres évoquent la légende du gardien du glacier, un esprit ancien censé protéger les montagnes de ceux qui les profaneraient. En 2016, une randonneuse rapporte avoir vu une forme blanche traverser la neige à grande vitesse, sans laisser de traces. Elle prend une photo, floue, indistincte, mais suffisamment étrange pour qu'un blog de montagne la publie. Ce sera l'un des rares éléments matériels de ces récits. Depuis, le sujet reste tabou. Les guides n'en parlent qu'entre eux, et certains refusent encore de s'aventurer seuls sur certains versants, même s'ils n'avoueraient jamais pourquoi. Dans les Alpes suisses, il y a le froid, la roche, le vent, et parfois, il y a autre chose. Quelque chose qui veille. Le lac de la Gruyère est un lac de barrage, né en 1948 de la construction du barrage de Rossan. En aval de Fribourg, il a englouti plusieurs hameaux et une partie de la vallée. Ses rives escarpées, ses brumes matinales et son célèbre îlot, l'île d'Ogose, en font un lieu aussi poétique que mélancolique. Mais depuis quelques années, les rumeurs autour de ce lac ont repris. Pas celles des pêcheurs ou des touristes, non. Mais celles de ceux qui vivent à proximité. Ceux qui disent avoir vu quelque chose. Le premier témoignage marquant date de 2006. Un kayakiste expérimenté, qui s'entraînait seul à l'aube, affirme avoir été suivi sur plusieurs centaines de mètres par une forme noire dans l'eau. Il ne s'agissait pas d'un poisson, ni d'un tronc flottant. Selon lui, l'objet nageait sous la surface, maintenant une distance constante avec son embarcation. À un moment, la chose aurait effleuré sa pagaie, provoquant une vibration qu'il décrivit comme étrangement organique. Paniqué, il accosta aussitôt et ne remit plus jamais son kayak à l'eau. En 2009, c'est une plongeuse amateur qui fit une déclaration troublante. Elle participait à une opération de nettoyage du fond du lac avec un club de Fribourg. À une profondeur d'environ 20 mètres, elle déclara avoir aperçu une silhouette allongée, humanoïde, immobile au fond de l'eau, à moitié recouverte de sédiments. Elle croyait à un cadavre. Mais lorsqu'elle s'approcha, la forme se serait dérobée dans un mouvement rapide, ondulant, avant de disparaître dans une faille rocheuse. Aucune autre personne ne la vit. Et aucune trace ne fut retrouvée. Ce témoignage aurait pu être oublié si, en 2012, un pêcheur n'avait signalé avoir remonté un filet littéralement déchiré en deux, comme fendu par une force soudaine. Il déclara avoir senti une traction puissante, puis un relâchement brutal. Ce jour-là, aucun poisson ne fut capturé, mais un de ses hameçons disparut. Plus étrange encore, il aurait retrouvé une sorte de mucus visqueux sur les mailles du filet. L'échantillon, envoyé anonymement à l'université de Lausanne par curiosité, n'a jamais reçu de réponse. Depuis, les témoignages se sont multipliés. Des baigneurs qui disent avoir vu des remous sans cause apparente. Des lumières vertes, comme des lueurs phosphorescentes, observées sous la surface, tard dans la nuit. Une randonneuse affirme avoir vu un long sillage dans l'eau, par une journée calme, se dirigeant vers l'île d'Ogose, bien que rien ne flottait à la surface. Les sceptiques évoquent des silures géants, des vortex de décompression, ou de simples illusions liées aux couches thermiques. Mais ceux qui vivent autour du lac n'en sont pas si sûrs.
Les anciens du coin racontent qu'avant la mise en eau du barrage, les villages inondés ont laissé derrière eux plus que des murs et des caves. Certains parlent d'un puits bouché trop tard, d'un sanctuaire immergé. D'autres chuchotent que les eaux de la vallée ont réveillé quelque chose qui dormait depuis longtemps. Aujourd'hui encore, malgré sa beauté, le lac de la Gruyère est rarement exploré en profondeur. Les clubs de plongée évitent certaines zones. Et les pêcheurs, même les plus passionnés, n'aiment pas sortir leur ligne de nuit. Certains silences sont trop lourds pour n'être que de l'eau. Le col du Gothard, perché à plus de 2100 mètres d'altitude, est depuis le Moyen Âge un point de passage stratégique entre le nord et le sud de la Suisse. Aujourd'hui, des tunnels modernes percent la montagne, mais l'ancienne route pavée, sinueuse et escarpée, existe toujours. Peu empruntée, elle reste un chemin de légende et, depuis quelques décennies, d'ombres inexpliquées. C'est un chauffeur routier tessinois, Paolo D., qui parla publiquement le premier de ceux qu'il avait vécu une nuit de décembre 2004. Bloqué par une tempête de neige au col, il s'était arrêté pour dormir dans son camion. Peu après 3 heures du matin, il fut réveillé par un coup frappé contre la vitre du côté passager. En sursaut, il alluma ses feux. Personne. Seulement la neige et le vent. Il se rendormit et fut réveillé à nouveau. Cette fois, une voix, faible, comme étouffée, appelait son prénom. Paolo. Puis le silence. Au petit matin, il quitta le col en tremblant et ne parla de cet événement que des années plus tard. Mais d'autres témoignages apparurent. Un cycliste solitaire raconta avoir vu, en plein jour, une silhouette noire debout au milieu de la route pavée. Quand il s'approcha, elle disparut sans bruit. Un couple de randonneurs dit avoir entendu des sons de cloches médiévaux, alors qu'il n'y avait aucun troupeau à l'horizon. Un phénomène plus troublant fut signalé à plusieurs reprises, celui de voix entendues dans le vent. Des mots isolés, parfois en allemand, parfois en italien. Des noms. Des prières. Des fragments de phrases récitées, toujours au même endroit, un virage en épingle sur l'ancienne route, non loin d'une vieille chapelle marquée d'une croix effacée. En 2011, un groupe d'étudiants en histoire médiévale de l'université de Zurich monta au col dans le cadre d'un projet sur les anciennes voies de transit. L'un d'eux, passionné d'acoustique, apporta un enregistreur directionnel. Le soir venu, ils captèrent une séquence de sons mystérieux. Un souffle, puis ce qui semble être une voix masculine, lente, récitant une sorte de litanie. L'enregistrement fut analysé, pas de superposition sonore, pas de vent suffisant pour créer cet effet. Mais les mots restaient incompréhensibles. Certaines hypothèses évoquent des phénomènes d'écho entre les falaises. D'autres parlent de courants d'air passant dans d'anciens tunnels ou fissures rocheuses. Mais les anciens de la région, eux, racontent une autre histoire. Ils parlent des soldats morts au passage du col. Des porteurs écrasés par leur charge. Des femmes tombées dans le vide. De tous ceux qui ont traversé le Gothard sans jamais en ressortir. L'un d'eux dit simplement, « Chaque pierre ici est une tombe. Et chaque pierre se souvient. » L'abbaye de Saint-Maurice, fondée en l'an 515 sur les ruines d'un temple romain, est un lieu de foi, de recueillement et de silence. Depuis des siècles, des moines y prient, y étudient, y vivent retirés du tumulte du monde. Chaque jour, des visiteurs viennent y ressentir la paix des lieux, écouter le chant des psaumes ou admirer la crypte et ses reliques millénaires. Mais ceux qui y restent longtemps, ceux qui y travaillent ou y vivent, racontent une autre histoire. Non pas celle que l'on lit dans les guides touristiques, mais celle que l'on murmure entre les murs épais. Une histoire de regards invisibles, de silhouettes furtives et de voix murmurées sans lèvres. Tout commence en 2008, lorsqu'un jeune organiste de passage vient accorder l'orgue de l'église abbatiale. Il travaille seul, pendant plusieurs heures, dans le grand silence sacré de la nef vide. Au moment de plier son matériel, il remarque, à l'arrière de la chapelle, une silhouette encapuchonnée, en robe noire, figée. Il pense d'abord à un moine. Il salue. Aucun mouvement. Intrigué, il avance, mais la silhouette a disparu sans bruit.
Il en parle à un religieux, qui lui répond simplement « Vous êtes le troisième à voir cela cette année ». Intrigué, l'organiste commence à poser des questions. Il apprend que certains moines, particulièrement ceux qui veillent tard dans la bibliothèque ou la crypte, ressentent parfois un frisson étrange. Une oppression douce, mais tenace. Comme si quelqu'un attendait, à quelques pas, dans l'ombre. Un archiviste affirme avoir entendu plusieurs fois des pas derrière lui dans la salle capitulaire, sans jamais voir personne. Un prêtre en retraite raconte avoir senti une main invisible sur son épaule lors d'une prière nocturne. Il se retourna en sursaut. Personne. En 2011, lors de travaux dans la crypte, un ouvrier en restauration tombe en arrêt devant une fresque ancienne. Sous un plâtre fragilisé, apparaît une figure effacée du mur, semblant représenter un moine au visage partiellement voilé. Le chef de chantier décide de la faire restaurer. L'abbé du lieu, en voyant l'image, se fige. Il s'agit, selon lui, d'une ancienne représentation disparue, celle du frère Marcus, un moine ayant disparu sans explication au IXe siècle. Son corps n'a jamais été retrouvé. Il veillait, disait-on, chaque nuit sur les manuscrits de la bibliothèque, seul dans l'obscurité. Depuis la Restauration, les récits se multiplient. Des visiteurs disent sentir un froid particulier autour de la colonne nord de la crypte. Une religieuse rapporte que lors d'une prière, elle entendit son prénom prononcé clairement, dans une voix qu'elle ne reconnut pas. Aucune preuve formelle n'a jamais été apportée. Aucune caméra, aucun micro. Juste des sensations. Des intuitions. Des présences. L'abbaye ne nie rien, mais ne confirme rien non plus. On y prie, on y médite, on y respecte le silence. Mais parfois, ce silence devient étrange. Presque habité. À l'ouest du canton de Genève, non loin du Rhône, s'étend la forêt de Verbois, une zone boisée et protégée, peuplée de chevreuils, de renards, de hérons et de promeneurs. À première vue, c'est un lieu parfait pour les balades dominicales ou l'observation de la nature. Pourtant, depuis les années 2000, un certain nombre d'événements inexpliqués y ont été rapportés, presque toujours à la tombée de la nuit. Tout commence avec des histoires d'enfants. Plusieurs familles du village voisin racontent que leurs enfants refusent parfois d'entrer dans la forêt, même en plein jour, sans être capables d'expliquer pourquoi. « Il y a quelqu'un qui me regarde depuis les arbres », dit une fillette de 7 ans en 2007. Un homme sans visage. À l'époque, les parents pensent à une imagination débordante. Mais les récits se répètent. Et se ressemblent. En 2010, un garde forestier signale des phénomènes étranges, des arbres marqués par des symboles gravés à même l'écorce, en cercles concentriques, souvent autour d'un rocher ancien situé au centre du bois. Personne ne les voit être faits, mais ils réapparaissent régulièrement, effacés puis régravés, toujours dans la même zone. La même année, une joggeuse déclare à la police avoir été suivie, un soir de septembre, par une silhouette vêtue de noir. Elle entend des pas derrière elle, constants, à bonne distance. Lorsqu'elle se retourne, il n'y a rien. Mais les pas reprennent dès qu'elle redémarre. Elle quitte les lieux en courant, terrorisée. Les policiers dépêchés sur place ne trouvent rien, sauf une croix de branches fraîchement nouée suspendue à une branche basse, au bord du sentier. En 2015, un amateur de photographie animalière installe un piège photographique nocturne pour capturer des cerfs en mouvement. Sur une des photos déclenchées par la chaleur corporelle, on distingue brièvement une forme humanoïde, fine, d'une blancheur anormale, sans traits visibles. L'homme publie la photo sur un forum, où elle suscite un bref intérêt, puis la retire sans explication. Des experts en acoustique de la région qui viennent étudier les sons nocturnes de la forêt pour un projet environnemental capturent en 2018 une série de signaux sonores étranges. Il ne s'agit pas d'animaux, ni d'insectes. Ce sont des séries de clics, espacées de manière presque mathématique. Lorsqu'ils reviennent une semaine plus tard avec du matériel plus sophistiqué, le signal a disparu. À ce jour, aucune explication rationnelle n'a été donnée à ces événements. Les autorités locales évoquent des canulars, ou le simple effet de l'imaginaire collectif. Mais les habitants du secteur, eux, savent que quelque chose rôde dans les bois.
Ce n'est pas une bête. Ce n'est pas un homme. C'est une présence. Une conscience, presque. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne court pas. Elle vous regarde. Et elle attend. Depuis peu, les promeneurs nocturnes se font plus rares à Verbois. Car dans cette forêt à la beauté tranquille, il y a un endroit, un seul, où le vent ne souffle jamais. Là où même les oiseaux se taisent. Et c'est toujours là que les empreintes réapparaissent. C'était un soir de mars 2018. La ville de Lucerne se remettait d'un long hiver, et dans le quartier périphérique de Litaud, les collines portaient encore des traces de neige. Une femme nommée Iris, âgée de 38 ans, rentrait chez elle après sa journée de travail. Elle vivait seule dans un petit appartement situé au dernier étage d'un immeuble résidentiel, avec une vue dégagée sur les monts de Pilatus et la plaine centrale. Vers 20h20, alors qu'elle sirotait un thé près de sa baie vitrée, elle remarqua une lumière fixe dans le ciel. Elle crut d'abord à une étoile, puis à un avion. Mais rapidement, elle comprit que l'objet ne bougeait pas. Il flottait, en silence, à une altitude étonnamment basse, juste au-dessus de la ligne d'arbres qui longeait la route cantonale. Ce n'était pas une lumière vive, mais un halo diffus, pulsant lentement, comme une respiration lumineuse. Fascinée, elle attrapa son téléphone et commença à filmer. Sur la vidéo, que l'on peut encore trouver sur certains forums spécialisés, on distingue un objet sombre, immobile, avec une traînée brune qui semble couler ou vibrer au-dessous de lui, comme une sorte de brouillard dense. Soudain, l'objet effectue un virage parfaitement fluide, à angle large, sans à-coups, sans bruit, et s'éloigne lentement, avant de disparaître derrière une colline. Ce qui perturba le plus Iris, ce n'était pas tant ce qu'elle avait vu, mais ce qu'elle avait ressenti. Elle parla d'une pression étrange dans la pièce au moment de l'observation. Une sensation de flottement, presque de dissociation, comme si le temps ralentissait. Son chat, habituellement calme, s'était réfugié sous le canapé et avait refusé d'en sortir pendant près de 2 heures. Le lendemain, elle posta la vidéo sur une page Facebook locale, demandant si d'autres personnes avaient vu la même chose. Elle reçut 3 réponses. Une voisine affirma avoir vu la même lumière depuis un autre quartier. Un cycliste de passage déclara avoir remarqué un objet noir dans le ciel, mais avait cru à un drone. Un 3e témoignage, plus discret, évoqua une sensation de bourdonnement dans l'air, sans aucune machine visible. Les autorités ne firent pas de déclaration. Aucune activité militaire n'était prévue dans le secteur. Aucun vol civil ne correspondait à la trajectoire observée. Les ufologues suisses prirent l'affaire au sérieux. Certains parlèrent d'un engin de surveillance inconnu, d'autres évoquèrent une technologie non humaine. Mais faute de preuves tangibles, l'affaire fut vite oubliée par les médias. Pourtant, Iris n'a jamais oublié cette nuit. Elle affirme que depuis cette observation, elle fait des rêves étranges, récurrents, dans lesquels elle se voit flotter au-dessus des toits de Litaud, entourée d'un halo rouge, incapable de parler, mais parfaitement consciente. Ce n'est pas ce que j'ai vu qui m'a changé, dit-elle encore aujourd'hui, c'est ce que j'ai ressenti. Comme si quelque chose avait traversé ma réalité sans me demander mon avis. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.